De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, avec nous toujours notre éditorialiste Nadia Lamarbi, également parmi nous son Excellence Madame l'ambassadeur de la Guinée équatoriale Mariola Bidang Obiang, et enfin nous a rejoint José Ménébert, vous êtes ancien coopérant au ministère des Infrastructures de Guinée équatoriale, bienvenue. Merci. Tout de suite notre dossier du jour. Depuis 2007, la Guinée équatoriale s'est lancée dans un défi ambitieux, atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Pour cela, plus de 1000 milliards de francs CFA ont été investis dans un vaste plan de développement économique et social. Bilan des avancées de ce plan et les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre avec ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Une Guinée équatoriale émergente d'ici 2020, c'est l'ambition politique principale du président Obiang Bazogo. Dans la plupart de ses discours, le chef de l'État équato-guinéen théorise sur ce programme. Au fil des années, il en a fait le moteur de sa stratégie de développement du pays d'ici 2020. À 7 ans de l'échéance, que peut-on dire du chemin parcouru? Quel bilan peut-on tirer de sa mise en place pour les habitants? Quelles sont les perspectives qu'offre ce programme? Au lendemain de la conférence Guinée équatoriale Horizon 2020 tenue à Bata en 2007, les conclusions étaient claires. Il fallait planifier une politique pour développer les infrastructures de base du pays et penser une stratégie de diversification des revenus. Le plan Guinée équatoriale 2020, un agenda pour la diversification des sources de croissance est né. Le département ministériel de la planification a pour mission d'atteindre les objectifs fixés. El Plan 2020 es un plan nacional de desarrollo económico y social. Le plan Guinée équatoriale Horizon 2020 est un plan national de développement social et économique dans lequel l'exploitation abondante de pétrole doit servir à l'essor d'autres sources de revenus du pays. De cette manière, le pays aura d'autres sources de revenus que le pétrole. Nous pourrons donc maintenir la multiplicité des revenus permanents pour le développement du pays. En définitive, c'est un plan pour améliorer la qualité de vie des Équato-Guinéens à l'horizon 2020. Es un plan para mejorar la calidad de vida del guineano al horizonte 2020. Le développement de la production pétrolière a relégué au deuxième plan tous les autres secteurs traditionnels. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, le cacao et le bois, les principales sources de l'économie, représentaient 40% des exportations en 1990. Aujourd'hui, ces exportations ne participent qu'à hauteur de 1% au tissu économique du pays. Une économie dépendante du pétrole est donc forcément fragile. Une situation que déplore Placido Miko, l'unique membre de l'opposition de l'Assemblée nationale du pays. Et je vois comment les budgets sont approuvés. Le budget de l'État, les revenus du secteur pétrolier représentaient en principe 55%. Après, c'était 60%, 65%, 75%, 80%. Maintenant, dans le budget pour 2014, les revenus du secteur pétrolier représentent plus de 90%. Cela veut dire que pendant toutes ces 10 dernières années, la dépendance du pétrole n'a fait que s'accroître. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas parler de diversification de sources de revenus en Guinée équatoriale. Le plan prévoyait de diversifier dans sa première phase de 2007 à 2012 les sources de revenus du pays en concentrant les financements sur l'énergie, les infrastructures sociales, le développement du capital humain et améliorer la bonne gouvernance du pays. Quel est le bilan à mi-parcours? La direction de l'Agence nationale Horizon 2020 appuie techniquement le ministère de la Planification dans l'optique d'évaluer cette première phase. Guinée équatoriale a acelerado. La Guinée équatoriale a accéléré le développement des infrastructures économiques et sociales. Nous pouvons notamment le voir avec les logements sociaux que nous avons aujourd'hui dans le pays, les routes et les ports, les aéroports et la formation des ressources humaines. Voilà le parcours que le pays a eu depuis 2007 à aujourd'hui. El recorrido que el país ha hecho desde el 2007 hasta la fecha. La première phase dite de transformation a pu mettre en place en 5 ans des infrastructures de base avec un investissement global de 1062 milliards de francs CFA. L'un des plus grands défis de ce plan est de mettre en place désormais un environnement économique favorable. Le climat des affaires n'est pas très reluisant. Les démarches de création d'entreprises sont lentes et procédurales. De plus, malgré les liquidités des banques, obtenir un crédit est une sinécure. Le gouvernement, ça fait déjà plus de 10 ans,
a promulgué un décret selon lequel toute entreprise qui devait s'établir en Guinée, toute entreprise étrangère, devait compter parmi les associés 35% du capital national équato-guinéen. Au lieu que cela soit laissé aux Équatoriens guinéens en général, mais les gens qui occupent ce 30-35%, ce sont les gens qui sont au pouvoir, les ministres, les responsables publics. Et ces entreprises-là ne peuvent pas se soumettre à ce qui est dit dans la loi, aux procédures légalement établies, tout simplement parce qu'ils se sentent soutenus, épaulés par les gens qui devaient faire appliquer ces lois-là. Mais pour de nombreux hommes d'affaires, la volonté politique mise en place par le plan Horizon 2020 est un début qui devrait permettre de mieux scruter l'avenir. La Guinée équatoriale, c'est un pays en développement. Un pays en développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pays qui s'est donné ses objectifs, qui est en train de travailler pour atteindre ses objectifs. Alors, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Bien sûr qu'il y a plein de choses à améliorer. Il y a tout un système à mettre en place. Quand je parle même que le gouvernement nous accompagne, c'est toujours dans la vision, dans l'optique de l'amélioration du système de travail. Donc, le souci du président de la République aujourd'hui, hier, c'était avoir une administration qui peut analyser les besoins du secteur, n'est-ce pas, et rapprocher le secteur privé à la vision de l'État. Nous sommes dans le chemin. Est-ce que nous sommes déjà arrivés? Nous sommes en voie. Nous allons atteindre ces objectifs parce qu'aujourd'hui, nous voyons les choses plus claires que hier. Parvenir à diversifier son économie lorsque l'or noir coule de façon abondante est un vrai défi qui passe, selon le ministre de la Planification, par la création d'un environnement institutionnel favorable au développement du secteur privé et des infrastructures de base concurrentielles. Quiero matizar que se ha hecho mucho. Beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il reste encore beaucoup à faire. Si nous voulons que le secteur privé soit le moteur de l'économie, si nous voulons aussi que les investisseurs soient le moteur de croissance du pays, nous devons créer un climat des affaires favorable aux investisseurs. Malgré une croissance économique soutenue et la construction d'infrastructures lourdes, le pays sait qu'il doit désormais parachever sa stratégie de l'après-pétrole pour assurer sa diversification, mais aussi investir davantage dans les équipements éducatifs, sanitaires et sociaux qui semblent encore être à la traîne. Autant de défis à la portée d'un pays qui n'a cesse de poursuivre son ascension bien au-delà de la sous-région, conscient que la manne pétrolière ne suffit pas à faire d'un espace territorial la locomotive de tout un continent. Alors, Madame l'ambassadeur Mariola Bidang Obiang, est-ce que l'émergence à l'horizon 2020, qui est l'objectif que s'est fixé le gouvernement de la Guinée équatoriale, est-ce que cet objectif vous paraît atteignable? Bien, je veux commencer pour peut-être pas corriger, mais rappeler un peu l'histoire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de les stratégies économiques de développement de la Guinée équatoriale vers l'horizon 2020, on commence à parler de 2007. Je dirais non, ce n'est pas à partir de 2007. Quelques années après le début de l'exploitation pétrolière en Guinée équatoriale, il y a eu une première conférence économique qui s'est tenue sous le haut patronat de son Excellence, Obiang Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale. À cette conférence, on avait invité tout le monde, les hommes d'affaires, les politiciens, les universitaires et la société civile, y compris la communauté internationale. L'objectif de cette conférence économique était de décider sur l'utilisation des ressources pétrolières. Au cours de cette conférence qui s'est tenue à Bata, il y a eu deux tendances qui s'est dégagées. Il y avait une tendance qui était pour la construction des infrastructures au pays, parce que le pays en avait besoin, il n'existait presque rien. Il y avait une autre tendance qui était pour la constitution d'une épargne pour les générations futures. C'est après cette conférence, toutes les décisions qui ont été faites, le gouvernement a décidé de conjuguer avec les deux. C'est-à-dire, d'un côté, construire les infrastructures et en même temps épargner pour les générations futures. 10 ans après, en 2007, il y a eu la deuxième conférence économique qui a été organisée toujours à la ville de Bata, novembre 2007. Oui. Et au cours de cette deuxième conférence, l'objectif, c'était de faire l'évaluation de tous les projets qui avaient démarré après la conférence économique de 1997
pour voir en 2007... Et donc finalement, ils se sont rendus compte que tout a été rempli, tous les objectifs ont été remplis? Disons, il y avait encore des projets qui étaient en cours. Oui. Mais à partir de là, il y a eu la conscience de dire, à partir d'aujourd'hui, il ne faudra pas, compte tenu des paramètres que nous ne maîtrisons pas, quand l'économie dépend seulement sur un produit, parce qu'il peut y avoir des chocs exogènes. Oui. En plus, les matières premières ne sont pas renouvelables, telles que le pétrole. Nous le savons, c'est pour ça que le gouvernement a intégré le facteur, la diversification de l'économie. À partir de là, le programme a intégré la diversification de l'économie pour dire, vers l'horizon 2020, on voudrait mener la Guinée équatoriale à devenir un pays émergent. Et donc ça vous paraît atteignable à l'heure actuelle? Je dirais que si on fait, disons, on n'a pas encore, vous savez, dans l'économie, il faut toujours le facteur temps. Parce qu'à partir du moment où vous avez des ressources et le moment où vous avez des résultats, il y a une période. Parce que nous sommes en 2013, on ne peut pas dire que vers 2020, tout ce qu'on a programmé de faire, on l'aurait atteint. Par contre, quand on arrivera en 2020, on pourra faire le même type d'évaluation qui avait été fait en 2007 ouais. Pour voir est-ce que les objectifs que le gouvernement avait fixés pour sa politique de mener la Guinée équatoriale vers un pays émergent, est-ce que ces objectifs ont été atteints? Et auquel cas, quelles ont été les difficultés qui ont été rencontrées et pourquoi? C'est cela? Bon, vous savez toujours, lorsqu'il y a des projets, vous pouvez avoir des différents types de difficultés, surtout parlons de la construction. Parce que les premières 10 années, c'était vraiment la construction des infrastructures. Il peut y avoir peut-être le délai de démarrage de certains projets. Donc, parce qu'il faut tout un préalable. Voilà, le délai de démarrage pour certains projets. C'est votre domaine, hein, José Ménébert. Quel bilan est-ce que vous pouvez dresser du développement des infrastructures justement en Guinée équatoriale depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui? Alors, comme a dit Madame l'ambassadrice, hein, le domaine des infrastructures est celui primo où on rencontre des difficultés techniques mais concrètes, visibles, hein, et surtout c'est le domaine presque clé pour un pays qui se propose d'être ou qui se fixe comme objectif d'être émergent à l'horizon 2020. Si on prend l'éducation, si vous n'avez pas l'infrastructure, école, université, collège, lycée, le projet éducatif en soi ne verra pas le jour. Bon, on peut après faire la même chose avec le logement, la santé. Il n'y aura pas de relais entre l'administration actuelle et la future. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de possibilité de poursuivre le travail qui aura déjà été amorcé. Alors, ça, je ne suis pas très sûr pour avoir exercé au ministère des Infrastructures. Je rappelle, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai eu 5 ministres successifs. Et entre les ministres, l'administration n'a jamais connu d'interruption. Pourquoi? Parce qu'on s'est lancé vraiment dans la méthode de projet qui consistait à suivre tous les projets dans une base de données, leur date de début, leur date de fin, les retards éventuels, les modifications rencontrées en termes de budget, de délai ou d'avenant de contrat. Et tout cela est vraiment écrit et suivi dans les bases de données. Ce qui fait que, ayant cette tradition entre guillemets écrite, on laisse une trace à celui qui succède et la possibilité d'avoir des indicateurs concrets de continuer son projet. Alors pour autant, Nadia, je me tournais vers vous. La Guinée équatoriale est aujourd'hui donc le 3e pays producteur de pétrole en Afrique, mais comme on l'a vu dans le reportage, le secteur agricole qui représentait 40% des exportations en PIB dans les années 90 ne représente aujourd'hui qu'1%. Est-ce qu'on peut dire quelque part que la Guinée équatoriale est touchée par la maladie hollandaise ? C'est vrai que c'est difficile d'y échapper, surtout dans les premières années. C'est un peu compliqué. Maintenant, il y a des constantes en Afrique qui font que, de toute manière, l'agriculture est essentielle, notamment sur la sécurité alimentaire,
et qu'arriver à un stade, combien même on développe sa richesse monétaire, il arrive un problème technique. C'est qu'en Afrique, on a besoin, comme il y a une croissance de la population qui est assez importante, on a besoin d'avoir une agriculture qui soit un socle pour l'État et qui permette à tout le monde, parce que c'est la première nécessité. La première nécessité, c'est de se nourrir convenablement et d'aller à l'école et pouvoir se soigner correctement. Donc là pour le coup, l'agriculture reste une pierre angulaire. Maintenant, il faut que lorsqu'on parle d'1%, on parle en valeur absolue. Il faut voir après, l'agriculture ne fera jamais concurrence au pétrole en termes de valeur absolue, en termes de prix, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est de savoir dans quelle mesure l'agriculture permet au pays de vivre, de survivre, et permet aussi aux personnes qui sont non pas urbains, mais aux ruraux, de pouvoir aussi avoir des revenus convenables et pouvoir aussi Alors justement, on va se tourner vers Madame l'ambassadeur. Quelle est la place actuellement du secteur agricole dans l'économie? Bon, disons, comme c'est vrai ce qu'elle vient de dire, lorsqu'on passe d'une économie agricole à une économie producteur de pétrole, vraiment, on ne peut pas s'échapper à la maladie hollandaise. Parce que, vous savez, il y a des années, comme vous avez mentionné les statistiques tout à l'heure, la production de cacao et café était quand même assez importante dans les recettes de l'État. Mais aujourd'hui, on constate que c'est marginal. Peut-être si on regarde les chiffres, ça peut être marginal, pas parce que les volumes ont baissé. Non, peut-être c'est parce que les ressources générées par le secteur pétrolier deviennent tellement importants que ce qui est produit dans ce secteur, il est minuscule. Donc c'est-à-dire que le rapport, en tout cas, est proportionnel. Voilà, le rapport est proportionnel. Et d'autre côté, nous voyons que suite à cette 12e conférence économique que nous avons parlé tout à l'heure, c'est là où les dirigeants de la Guinée équatoriale se sont rendus compte que si rien n'est fait, ça pourrait être catastrophique. Voici pourquoi on parle de la diversification de l'économie. Et dans la diversification de l'économie, tel que le programme vers l'horizon 2020 le prévoit, ce qui est en tête, c'est d'abord l'agriculture, la relance de l'agriculture, la production des produits alimentaires, la pêche, l'élevage. Ensuite, on envisage le développement du tourisme en Guinée équatoriale et ensuite les services en général, notamment les services portuaires et éventuellement voir dans quel autre service nous pouvons travailler mieux peut-être par rapport à d'autres pays voisins. Voici un plan global qui intègre. Mais là, on voit qu'il y a la conscience qu'on doit faire quelque chose pour relancer l'agriculture. Parce que là, aujourd'hui, nous constatons au niveau des produits alimentaires la demande est très forte. Du coup, nous avons l'affluence des expatriés dans le pays pour travailler dans le BTP. Et la demande est tellement importante que l'offre nationale ne suffit pas. Donc, ce déficit de l'offre au niveau des produits alimentaires, c'est comblé par les importations qui viennent des pays voisins. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste avec les mains croisées. Au contraire, on fait travailler les agriculteurs et quelque chose qui vient les favoriser actuellement, c'est les routes. Parce qu'il y avait des zones enclavées où il y avait de la production, mais ils avaient des difficultés d'acheminer cette production vers les grandes villes. Mais avec les routes, là, par contre, parfois, il arrive que vous produisez et vous n'avez pas besoin de descendre dans les villes. Les personnes montent jusqu'à votre village et ils achètent tout ce que vous produisez pour amener dans les grandes villes. Alors, je vais amorcer ma dernière question. José Ménébert, on l'a vu dans le dernier classement Doing Business, la Guinée équatoriale a décroché de 2 places pour atteindre la 166e sur 189 pays dans le classement. Et on a entendu Placido Miko dans le reportage, qui est membre de l'opposition. Il est très difficile de faire financer ces projets en Guinée équatoriale. Est-ce qu'il n'y a pas d'encouragement à l'entrepreneuriat ? Il n'y a pas ou il y a manque? Je vous demande, est-ce qu'il y a un manque d'encouragement pour l'entrepreneuriat en Guinée équatoriale? Pas du tout. Je vais prendre mon secteur ou les infrastructures. Quand je suis arrivé en Guinée équatoriale, il n'y avait pas, par exemple, de maîtrise d'œuvre, un maître d'œuvre. C'est-à-dire que pour le suivi des projets, on se contentait de donner le projet à une entreprise d'exécution, le réalisateur, et il n'y avait personne pour le suivre. Et aujourd'hui, vous avez un ensemble de bureaux d'études qui se sont créés en Guinée équatoriale qui n'existaient pas.
Donc il y a eu un retour des Guinéens qui vivaient ailleurs, qui sont maintenant dans le pays pour faire que cela, les études, les bureaux d'études. Il y a les bureaux de maîtrise d'œuvre, ceux qui suivent les entreprises au jour le jour, est-ce qu'ils exécutent le cahier des charges. Il y a je ne vais pas faire de la publicité pour certains groupes internationaux, mais les contrôleurs techniques, c'est essentiellement des multinationales qui sont installées là-bas. Les projets en eux-mêmes, c'est des projets, la Guinée équatoriale fait des bâtiments de grande envergure et vous trouvez des multinationales venues de partout. Et toutes ces multinationales-là doivent créer une filiale sur place. Donc, quelque part, si on comptabilisait le nombre d'entreprises aux années 2000 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en 2013, vous verrez que c'est un réel boom. Ça se voit sur le terrain, hein, les plaques sur les voitures, les publicités aussi. Alors nous allons mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. Au Mali, les électeurs seront appelés aux urnes le 24 novembre prochain pour désigner leurs représentants au sein de l'Assemblée nationale. Toutefois, contrairement à l'élection présidentielle, la campagne pour les législatives ne suscite pas un engouement aussi vif auprès de la population. Et nouveau partenariat entre Africa 24, la première chaîne d'information sur l'Afrique, et la chaîne française de la TNT numéro 23. Tous les jours, du lundi au samedi, l'Africa Newsroom est diffusée sur la chaîne numéro 23 dans sa tranche matinale. Votre Excellence, Madame l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, Mariola Bidang Obiang, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa Newsroom. À suivre les dossiers économie avec le Zimbabwe. À tout de suite.